Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs et téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Top Vert. Pour ce mercredi, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Josué Aruna. Il est le président de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo. Il est, lui, basé à Bukavu, donc il nous vient de très loin. L'organisation est basée à Kinshasa avec extension à Bukavu, mais lui est à Bukavu. Monsieur Josué Aruna, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Top Congo. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et aujourd'hui, avec lui, ensemble, nous allons évoquer le sujet lié au parc national de Kahuzi-Biega. Ce parc national est menacé et l'alerte a été lancée par cette structure de la société civile environnementale que dirige M. Josué Aruna. Nous n'allons pas parler seulement du parc national de Kahuzi-Biega. Nous allons également aborder la question liée à l'exploitation illégale du bois rouge dans la province du Maniema. Il y a quelques jours, une alerte aussi a été donnée par la même organisation et nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Qu'en est-il exactement? Et bien entendu, puisque c'est la société civile environnementale au niveau national, nous évoquerons également d'autres questions qui touchent l'environnement au niveau national. Alors, d'entrée des jeux, Monsieur Josué Aruna, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, vraiment très brièvement, qu'est-ce que vous faites au sein de votre structure qui envoie société civile environnementale et agro-pastorale? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos missions? Très rapidement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être reçu aujourd'hui au niveau de la radio Top Congo et je félicite cette émission Top Vert. Donc, même étant à Bukavu ou bien n'importe dans quelle province, nous allons participer à Top Vert, que nous félicitons la mise en place de cet instrument qui va essayer un peu de redonner le rayonnement de la vision qui est du Congo pays solution. La société civile environnementale et agro-rurale du Congo, dont je suis parmi les acteurs clés sur l'étendue du territoire national, travaille plus sur la question de menaces qui pèsent sur les écosystèmes du bassin du Congo. Et ça prend les forêts communautaires, les écosystèmes humides, notamment les cours d'eau, les rivières, les zones humides, les tourbières. Nous prenons également les aires protégées, un focus particulier aux aires protégées, parce que ce sont des écosystèmes que l'État congolais a jugé bon de préserver pour nous-mêmes et pour nos générations futures, mais aussi il y a un œil regardant également sur tout ce qu'il y a comme abus en termes de violations graves des droits de l'homme avec les entreprises qui exploitent les minerais en RDC, qui empiètent les lois de la République en matière environnementale et les droits de l'homme, mais aussi un accent particulier pour l'accompagnement et la défense des droits des communautés autochtones qui sont souvent victimes de plusieurs menaces. Oui. En tout cas, nous comprenons que votre cause est noble et la lutte, elle est grande, elle est vaste. Et justement, par rapport à vos missions, vous êtes ici, comme je le disais tantôt, pour parler du parc national de Kahuzi-Biega. Ce parc qui est situé ou qui traverse 3 provinces pratiquement, oui. Le sud Kivu, le nord Kivu et le Maniema. Et vous alertez, vous dites que ce parc est menacé. Nous savons que c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a le parc national de Kahuzi-Biega est notamment connu pour une espèce emblématique qui est les gorilles des plaines, en plus d'autres espèces animales qu'il regorge. Mais dites-nous exactement de quelle menace vous parlez? Et c'est à l'issue de quoi, de quelle observation que vous avez finalement conclu que le parc est menacé et qu'il faut vraiment agir? Moi, je pense que c'est ça l'objet même de ma mission à Kinshasa, parce que il y a des choses qui souvent arrivent
tardivement auprès des autorités compétentes au niveau national. Le parc national de Kahuzi-Biega porte un statut spécial parce que c'est un patrimoine phare de l'UNESCO et qui réunit les 3 provinces et avec une biodiversité emblématique. Et nous nous disons actuellement, si l'œil des autorités compétentes au niveau national et les acteurs de la société civile que nous sommes, ainsi que les communautés, ferment les yeux, nous allons directement à la disparition totale de ce patrimoine mondial. Ah bon? Oui, nous allons directement à la disparition totale au regard des grandes menaces. Et ces menaces sont à 2 niveaux. Il y a des menaces d'ordre écologique et aussi des menaces d'ordre sécuritaire. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons nous prendre en charge avec nos propres moyens, aller à Kinshasa nous-mêmes et déposer tout ce qu'il y a comme correspondance auprès des autorités compétentes, en commençant par l'UCSN, mais aussi à tout le ministère des tutelles, le MINETA de l'Environnement, le ministère de Sécurité, le ministère de la Justice, l'Assemblée nationale, toutes les institutions compétentes qui peuvent accepter d'accompagner cette vision de faire toujours du Congo un pays géant, un pays avec la méga biodiversité, un pays qu'on appelle aujourd'hui pays solution. Et donc, nous avons l'obligation de peser de tout notre poids, que ce soit au niveau local et au niveau national, d'arrêter l'érosion de la biodiversité. Parce que aujourd'hui, je vais vous dire, madame, le parc est menacé par l'exploitation minière à l'interne. À l'interne, avec des groupes non maîtrisés. Le parc, aujourd'hui, c'est les Kahuzi-Biega qui nourrit la province du Nord Kivu, notamment la ville de Goma et la ville de Bukavu, en tout ce qu'il y a comme braise. C'est-à-dire... Oui, mais restons d'abord un peu sur la sécurité. Oui. Parce qu'on va aller étape par étape. Oui. Puisque la note d'information, j'ai parcouru la note d'information que vous avez adressée justement aux autorités et principalement à l'ICSN pour prévenir à l'issue de votre réunion que vous avez eue. Il y a l'association Ushiriki qui s'est réunie, le consortium, et vous avez justement lever ces options-là. Mais je voudrais qu'on y aille vraiment étape par étape. Parce que la question sécuritaire aujourd'hui, elle est cruciale. Très bien. On parle de l'insécurité dans la plupart de nos aires protégées. Les parcs, on connaît le même problème au parc national de Virunga. Le parc national de Kahuzi-Biega n'est pas épargné. Dites-nous, insécurité, oui. Qu'en est-il? L'insécurité, pour nous, l'occupation du parc par laitier, qui, pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ça nous fait peur. Parce que vous savez, la ville de Bukavu n'est pas très loin du parc national de Kahuzi-Biega. Et aujourd'hui, il y a des bandes non contrôlées par le gouvernement qui s'infiltrent dans le parc national de Kahuzi-Biega dans la seule intention d'exploiter le minerai dans le parc. Pour nous, nous prenons ça sous une dimension sécuritaire. Parce que ceux qui exploitent le minerai à l'intérieur du parc sont armés. Et en étant armés, ça frise même les capacités de l'ICSN, notamment des éco-gardes, de faire bien leur travail parce qu'ils sont en face des personnes, des porteurs d'armes qui utilisent leur pouvoir pour continuer à exploiter le minerai à l'intérieur du parc. Et ça, c'est contrairement donc, aux dispositions légales de notre pays. Et donc, ça, on peut dire qu'aujourd'hui, l'ICSN n'a pas accès à toutes les zones au niveau du parc parce que... Il y a certaines zones qui ne sont pas contrôlées par l'ICSN parce que il y a cet aspect de la présence de ces groupes qui exploitent les minéraux à l'intérieur et qui fait assez que si l'ICSN il voit, il y a aujourd'hui une dynamique. Si l'ICSN il voit pour traquer les groupes armés, on va crier la question des droits de l'homme, alors que le parc est en train de partir. Les exploitants qui sont en train d'exploiter les minéraux à l'intérieur du parc, c'est une criminalité environnementale du jamais vue. Et voilà pourquoi nous disons,
est-ce qu'on ne peut pas dénoncer cette situation? Parce que sur le plan sécuritaire, si ces bandes continueront à continuer à faire leur business à l'intérieur du parc, c'est une menace aussi pour la ville de Bukavu parce que c'est pas très loin. Avec tous les enjeux sécuritaires au niveau de la sous-région, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons quand même des inquiétudes. Voilà pourquoi nous disons il fallait quand même adresser des correspondances et rencontrer les autorités au niveau national pour attirer un peu leur attention parce que au moins les décisions se tiennent à Kinshasa et ils doivent instruire les services de sécurité, les services aider le parc national de Kahuzi-Biega, notamment aider l'ICCN à avoir des capacités nécessaires pour remplir leur mission régalienne de protéger l'écosystème comme Kahuzi-Biega. Donc, ce sont des enjeux. Est-ce que ces bandes armées qui exploitent les minerais sont connues? Est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit? L'idée de qui il s'agit, madame, c'est un peu flou, parce que là, c'est un domaine purement sécuritaire. Le rôle de la société civile, c'est juste d'avoir les informations issues des alertes de nos points focaux qui sont dans la zone, qui nous transmettent. Donc, identifier, il s'agit de X, Y, Z, c'est un peu difficile, même dans après la réunion que nous avons tenue avec le consortium Chiriki, des organisations qui travaillent sur la conservation des grands singes au niveau de la RDC. Donc, vous allez voir dans notre note, on n'a pas cité les noms parce que nous, on ne connaît pas et c'est pas notre rôle de citer les noms parce que nous ne les connaissons nous-mêmes pas, mais nous savons, selon les informations à notre possession, qu'il existe des bandes. Et ce qu'il y a, où est-ce que ces minéraux sont vendus? Et ça, c'est le rôle du gouvernement avec le service de sécurité de pouvoir tracer et d'organiser une enquête minutieuse afin de tracer cette exploitation. Où vont les minéraux qui sont ici de cette exploitation illicite à l'intérieur d'un patrimoine mondial comme le parc national de Kahuzi-Biega. Et c'est quoi le rapport finalement? Comment la population vit cela? Puisque vous êtes de la société civile, vous êtes avec la population. Comment ça se passe en fait ce rapport? Non, la population vit en dehors du parc. La population n'est pas à l'intérieur du parc. Parce que au moins on reconnaît que la population, avec la loi sur la conservation, avec la catégorie de cette aire protégée, la population n'est pas appelée à vivre à l'intérieur du parc. Donc là, c'est les communautés riveraines. Les communautés riveraines vivent aux alentours. Et ceux qui viennent, je pense, ils ne traversent pas la journée. Et ils font leur bavure, c'est dans des heures où c'est pas sous contrôle de la communauté, mais ils peuvent à tout moment, si on continue à laisser la situation telle qu'elle est, rien n'empêche qu'ils collaborent avec certains membres des communautés, mais nous disons, si nous avons réussi cette information, c'est parce que la communauté elle-même nous a informé qu'il y a ceci, qu'il y a ceci. Il faut vraiment que le gouvernement fasse tout pour arrêter cette érosion de la biodiversité. Vous savez, le Pan-Kabé, c'est le dernier refuge que je peux dire des grands singes, notamment les gorilles des plaines de l'Est, les gorilles de Graoueri qu'on trouve. Et c'est l'un des parcs où il faut juste 45 minutes de la ville de Bukavu. Vous êtes en face des gorilles dans son habitat et nous avons tout intérêt de préserver cet écosystème parce que ça fait la fierté du pays, mais aussi ça ferait des économies très importante pour notre pays. Si aujourd'hui, justement, on s'est décidé vraiment de s'élancer sur l'écotourisme, c'est un atout très, très important. Un atout très important et très capital. Et on doit rappeler que le parc national de Kahuzi-Biega, Pan-Kabé, comme on l'appelle, c'est 600 000 hectares. Oui. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment un vaste étendu. Et les grandes menaces se trouvent dans la haute altitude, où c'est juste 10%. Juste 10%, donc il y a au moins 60 000 hectares. Et imaginez-vous, avec la pression liée, on va parler, je pense, sur la question de l'exploitation des braises actuellement, comme je l'ai signalé. Oui, justement, vous pouvez déjà l'introduire, parce que c'est la deuxième menace que vous évoquez. Vous voyez, avec les 60 000 hectares sur les 600 000, les 60, ça se trouve sur la partie de haute altitude. Et cette partie de haute altitude, ça prend le territoire de Kabare et les Calais. Dans la haute altitude,
au Sud Kivu. Et c'est quoi la différence de cette partie de haute altitude? La partie de haute altitude, donc, c'est ça la partie où nous trouvons d'abord la présence de ces gorilles qu'on peut visiter. De plaine. Ouais, de plaine qu'on peut visiter physiquement sur son habitat, et ça fait du beau vivre quand vous êtes en face de ces gorilles qui s'est déjà habitué, et il y a plusieurs familles qui sont sous habituation. Mais, au regard des menaces, depuis 3 années, et actuellement, la situation ne cesse de s'agrandir. Et dans cette partie de haute altitude, comme je vous ai dit, que c'est juste 60 000 hectares, avec les pressions actuelles, nous n'avons que 5 ans pour disparaître toute cette zone, parce que prenons l'exploitation minière, y compris la situation actuelle d'exploitation des braises, où il faut 20 000 sacs chaque semaine. Chaque semaine, 20 000 sacs. 20 000 sacs chaque semaine qui quittent les ports environnants le long du parc national de Kahuzi-Biega, au niveau du territoire de Calais et Kabare, pour se diriger vers Goma. Donc les gens ont abandonné des business d'aller en Chine. Les gens ont arrêté d'aller en Chine, aller à Dubaï, ça ne fait pas de business. Et aujourd'hui, un seul sac, ça coûte au moins $60 à Bukavu. Imaginez-vous, ils utilisent maintenant toutes les manœuvres pour coopérer avec des citoyens qui sont payés en monnaie d'échange pour aller abattre, parce que c'est ce qu'on disait, les gens avaient tendance de croire que ce sont les peuples autochtones qui détruisent les parcs, alors que les peuples autochtones ne détruisent jamais les parcs parce que c'est leur patrimoine. Et c'est leur patrimoine. Leur mère nourricière, donc voilà. Ils ont l'obligation de protéger. Ils ont l'obligation de protéger leur patrimoine culturel, leur patrimoine autochtone. Maintenant, ceux qui viennent d'ailleurs, ce sont d'autres communautés, notamment les communautés bantoues, parce qu'un autochtone n'a jamais utilisé une tronçonneuse. Et maintenant, ce sont des tronçonneuses qui entrent dans le parc. Et pour 60 000 hectares, menace de la coupe des arbres pour les braises. Oui. À peu près 20 000 sacs la semaine. Par semaine. Et on a de notre côté cet habitat naturel pour les gorilles. Pour les gorilles. Qui est menacé de disparition. Donc, si on voit bien... nous n'avons que 5 ans. Peut-être moins. 5 ans, madame, soit même 3 ans, hein, au maximum, si la situation continue telle qu'il est observé aujourd'hui. En tout cas, c'est difficile d'atteindre les 5 ans sans que la partie de haute altitude disparaisse et que l'habitat des gorilles. Et c'est ce qui fait de ces parcs disparaît. Oui, ça sera quoi la conséquence pour les gorilles, par exemple? Les gorilles ne vont plus exister et vont disparaître. Et on va oublier cette histoire de patrimoine mondial de l'UNESCO. On va oublier. Mais au-delà de ça, les gens oublient que si la ville de Bukavu, aujourd'hui, nous avons de l'eau à boire. En termes de rendement, en termes de services écosystémiques, le parc national de Kahuzi-Biega rend un grand nombre de services écosystémiques. Dire que la majorité des sources d'eau qui quittent le parc, c'est ce qui approvisionne le lac Kivu. Si nous avons la beauté du lac Kivu, la grande partie des cours d'eau qui approvisionnent le lac Kivu, ça vient du parc national de Kahuzi-Biega. Voilà pourquoi nous appelons le parc national de Kahuzi-Biega le réservoir d'eau douce de la sous-région. Et donc, avec la coupe actuelle, des conséquences sont d'ordre écologique, sont d'ordre aussi économique. C'est-à-dire, le niveau d'eau du lac Kivu aura un comportement négatif. Je ne confirme pas ici que le lac Kivu va tarir, mais il y aura un comportement négatif parce que dès que les cours d'eau qui quittent le Kahuzi-Biega tarissent... Mais c'est quoi actuellement? Qu'est-ce que vous observez par rapport à ces cours d'eau et rivières? Est-ce qu'il y a déjà un mouvement où ce n'est plus aussi abondant qu'avant? Oui, il y a déjà certaines cours d'eau qui sont en train de tarir déjà. Il y a déjà des signaux et il y a des recherches qui prouvent cela. Il y a déjà des cours d'eau qui tarissent et dont le début n'est plus le même qu'auparavant. Et avec cette situation, vous savez, c'est ça qui fait que nous ayons le barrage de la Ruzizi 1, le barrage de la Ruzizi 2, et aujourd'hui, on est en train de construire Ruzizi 3. Tous ces projets d'hydroélectricité, ce ne sera que des projets morts. Parce qu'une fois Kahuzi-Biega disparaît, et c'est difficile aujourd'hui que les gens nous disent que
nous voulons avoir le développement du Nord Kivu et du Sud Kivu sans approche énergétique. C'est impossible, on ne peut pas faire le développement sans l'énergie électrique. Donc, tous ces projets-là, qui regorgent des millions de gens qui travaillent, qui dépendent des activités économiques liées à la présence de l'énergie, seront des projets morts et je ne sais pas dans quelles conditions socio-économiques, au-delà de l'eau que nous avons dans la ville de Bukavu. Parce que même la régie des eaux est incapable aujourd'hui de fournir la desserte de l'eau dont nous avons besoin dans la ville de Bukavu parce que tous les environnants de Kahuzi-Biega qui se déversent vers le bassin de la Murundu et des rivières ont tari, alors que c'est ces bassins-là qui aidaient la régie des eaux de nous donner l'eau. Aujourd'hui, c'est devenu une panne sèche. La compagnie n'a plus de capacité parce que il y a la nappe qui a été affectée par le tarissement à cause du déboisement accéléré autour du paysage Kahuzi-Biega. Donc, si on ne prend garde, c'est vraiment une situation catastrophique qui attend la ville de Bukavu. C'est une catastrophe, de plus même une catastrophe humanitaire. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Au-delà de ces problèmes, de ces menaces, il y a aussi le problème des conflits intercommunautaires que vous avez évoqués. Les conflits intercommunautaires, ce sont des conflits où aujourd'hui, vous savez, la zone, comme nous parlons, c'est une zone de haute altitude, se plaint en termes de population. C'est une zone qui a une croissance démographique très importante, notamment sur plus de 500 habitants au kilomètre carré. Et dans cette zone, vous savez, la majorité de ceux qui n'ont pas les terres, ce sont les peuples autochtones, parce que ce sont des gens qui vivaient à l'intérieur du parc, mais après la création du parc, l'État congolais les a obligés de quitter le parc. Et parmi les plaidoyers que nous menons jusqu'à actuellement, c'est amener l'État congolais à donner la terre à ces communautés autochtones. Maintenant, vu que ces peuples n'ont pas de terre, et ils sont en train donc, il y a un dispositif de conflit qui existe déjà parce que un peuple sans terre et les autres qui ont l'accès à la terre, et ça crée vraiment des frustrations au niveau des communautés et certaines communautés qui continuent à revendiquer, et ils ont quand même raison. Voilà pourquoi nous amenons l'État congolais. Il y a un mécanisme qui a été mis en place entre l'État congolais, les acteurs de la société civile que nous sommes, et aussi le partenaire technique et financier, où il y a une feuille de route qui a été définie, et à travers cette feuille de route qui malheureusement n'est pas assez financée, qui nécessite de trouver des réponses correctes pour essayer de répondre aux revendications des communautés autochtones riveraines du parc national de Kahuzi-Biega et réduire tant soit peu les conflits intercommunautaires au niveau de la zone. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière. Est-ce que finalement, tout ce qui est en train de se passer, exploitation avec les bois, les minerais, est-ce qu'il n'y a pas non plus risque de quoi sur les plans sanitaires, avec par exemple des maladies? Aujourd'hui, la province du Sud Kivu est touchée aussi par exemple par la maladie des monkeypox, les varioles de singe. Est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi au niveau sanitaire? C'est ça le grand problème que nous avons. Vous savez, quand il y a déjà les gens qui exploitent à l'intérieur, ce sont des zones qui étaient autorisées uniquement aux seuls éco-gardes de circuler dans les cadres de surveillance. Mais tant qu'il y a déjà des gens qui vont à l'intérieur du parc pour des fins d'exploitation des minéraux, et ils ne se limitent pas uniquement à l'exploitation des minéraux, ils sont aussi dans le braconnage. Et en faisant le braconnage, ils sont en contact avec certains grands singes. Et c'est ça qui, aujourd'hui, si nous voyons l'apparition des maladies zoonotiques comme les monkeypox, c'est-à-dire il y a eu des gens qui ont été en contact avec des espèces porteurs de ce virus, et ils sont venus dans la communauté, et aujourd'hui, la province est vulnérable de la présence de cette maladie. Parce que les gens ne veulent pas écouter les messages que nous leur donnons. L'habitat a été déjà classé comme un habitat, une aire protégée, un habitat classé par l'État congolais, et les espèces qui y vivent
peuvent aussi nous aider à nous protéger parce qu'ils regorgent donc les différents virus qui devraient venir vers nous. Ils restent dans la nature et dans la communauté. La seule condition, n'allons pas là-bas. Laissons seulement ceux qui ont le mandat légal d'aller continuer à faire la surveillance à l'intérieur du parc national et ces derniers ne font pas les braconnages. Voilà pourquoi nous recommandons toujours à la communauté de ne pas vraiment continuer à pénétrer ces zones parce que il y a déjà cet aspect des maladies qui est une maladie très dangereuse. Nous avons demandé à l'ICCN de laisser juste la place au peuple autochtone pour faire leur rite traditionnel, et quand ils sont dans les rites traditionnels, c'est pas pour faire les braconnages. Oui. Donc il y a aussi la question sanitaire qui se pose. Alors face à toutes ces questions, quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? Oui. Les recommandations sont à différents niveaux, madame. Notamment à l'endroit d'abord du gouvernement provincial du Sud Kivu. C'est-à-dire au niveau du gouvernement provincial, nous savons, il y a le gouverneur de province avec son gouvernement qui représente le chef de l'État dans l'entité. Ils doivent faire tout. Et ça, nous avons recommandé d'intégrer l'ICCN dans les conseils de sécurité. Parce qu'il y a certaines informations du domaine sécuritaire qui ne parviennent pas directement au gouvernement provincial. Il faut que l'ICCN, qui est la bouche autorisée... L'ICCN au niveau provincial. Au niveau provincial, qui a le mandat de l'État congolais en matière de conservation, puisse tabler dans les conseils de sécurité afin de donner à jour la situation lors des conseils de sécurité, que l'ICCN soit là présente. Donc, nous, en tant que société civile et membres du consortium Moshirika, nous avons recommandé cela. Mais aussi, ça c'est d'abord le centre même de la situation sécuritaire, afin que, au niveau de là, le gouvernement provincial va prendre des dispositions idéales et aussi informer les autorités compétentes au niveau national pour prendre des mesures nécessaires qui vont leur permettre à traquer dans la mesure du possible tout ce qu'il y a comme bande armée et occupation illégale à l'intérieur de leur Donc, il est nécessaire que l'ICCN, qui a ce mandat avec les éco-gardes, d'être suffisamment informé et que les informations dont disposerait l'armée, la police et tout ça lui soient aussi communiquées ou qu'elle soit là pour en être informé. Nécessairement. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'était au niveau du gouvernement provincial. Mais aussi, vous savez, le gouverneur, il doit nous aider à signer un arrêté. Arrêté provincial. Sur quoi? Pour suspendre, parce que la flotte de commerce de Braise, ça se passe sur le lac Kivu, non? Le 200 000 sacs la semaine. Le 20 000 sacs la semaine. C'est beaucoup. Le gouverneur de province a le mandat du chef de l'État. Nous espérons que son Excellence Pouroussi, qu'il a mis en place un ministère de l'économie verte. Donc, il doit nous aider à accélérer le processus de faire signer un arrêté interdisant toute embarcation de produits qui proviendraient du parc national de Kahuzi-Biega. Que cela vienne de Bukavu ou bien aller à Goma, on doit arrêter cette situation. On doit arrêter. Ça, c'est au niveau du gouvernement provincial. Au niveau de l'ICCN, nous lui avons demandé seulement de renforcer son leadership en matière de surveillance. Parce que il doit continuer à renforcer son dispositif, parce qu'il a le mandat légal de l'État congolais, pour essayer un peu de dissuader tout ce qu'il y a comme présence de forces négatives ou bien présence de forces qui seraient en train de détruire le parc national de Kahuzi-Biega. Mais aussi, vous savez, le parc est sous un partenariat public-privé aujourd'hui. Oui, c'est la cogestion avec une structure internationale, notamment les WSS. Et comment ça se passe à votre niveau? Comment vous jugez ça? Oui, bon, pour nous avons vu que l'État congolais, presque toutes les aires protégées aujourd'hui sont en train d'être cédées au niveau des PPP, parce que peut-être l'État congolais n'a pas assez de moyens pour mobiliser, mettre au service donc de la conservation. Nous avons rencontré l'année dernière l'hémicycle, le président au niveau de l'Assemblée provinciale nationale à Kinshasa. Nous leur avons demandé pourquoi dans le budget de l'État congolais, quand vous votez la loi budgétaire, il n'y a rien, c'est presque rien dans la conservation.
conservation. On a dit non, dans la conservation, on met sur un budget annexe. Et quand on parle d'un budget annexe à l'Assemblée provinciale et donc nationale, écoutez déjà ce que ça dit. Un budget annexe, c'est pas une priorité de prime abord. Alors que nous sommes un pays solution et nous devons sauvegarder cette vision du président de la République de la RDC pays solution. Donc, il faut un budget conséquent. Donc, à cela, nous encourageons que l'organisation qui a pris le mandat de ce partenariat avec le gouvernement puisse mobiliser des moyens conséquents qu'il doit mettre à la disposition de l'ICSN afin que ce dernier puisse bien assurer son mandat légal, son mandat régalien. Je sais que c'est pas facile, mais vu qu'il a accepté de co-gérer la gestion, de faire la co-gestion, ils sont conséquents pour donner les moyens nécessaires afin d'aider l'État congolais à travers l'ICSN de faire le travail qu'il doit. Mais au niveau de la communauté locale, nous avons demandé, surtout la communauté riveraine, de dénoncer tout mouvement suspect autour du PNKB. Parce que c'est ces mouvements suspects-là, ils amènent cette information à l'ICSN, à la société civile. Nous disposons de ces informations, nous amenons ces informations, nous amenons ça auprès des institutions compétentes, notamment au niveau des autorités provinciales, et l'ICSN qui serait en train d'établir déjà dans un conseil de sécurité, pourrait, dans la mesure du possible, donner la vraie version, parce qu'ils ont des gens qui peuvent surveiller et ils collaborent déjà avec des services de sécurité. Donc, fournir des informations et au moment fiable et des informations crédible et ne pas se laisser manipuler par ceux qui viennent détruire le parc national de Kahuzi-Biega parce que c'est leur patrimoine. Nous avons toujours dit aux communautés riveraines et aux peuples autochtones que nulle part ailleurs au monde on parle de la présence des peuples autochtones ou bien des communautés dans un désert. Parce que il y a toujours un lien entre la valeur de l'existence d'un peuple et la valeur de l'existence d'un écosystème. Donc, les jours où ce patrimoine va disparaître, l'histoire de certains d'entre eux va aussi disparaître. Donc, ça va de pair. Ça va de pair. Mais là, arrêtons-nous un peu. Là, c'est aussi une difficulté. Vous avez parlé de manipulation. C'est quelque chose de très important, mais malheureusement, c'est une réalité. Il y a des communautés qui sont manipulées. Et comment est-ce qu'à votre niveau, vous arrivez quand même à démêler le vrai du faux? Et en termes de trouver les informations, nous disons, nous travaillons toujours avec cette même communauté. Bien sûr, il y a certaines qui peuvent être manipulées, mais c'est pas tout le monde. Vous savez, les manipulateurs peuvent toucher une famille, ne peuvent pas toucher tout un village. Donc, c'est à travers cette stratégie que nous essayons, dans la mesure du possible, de trouver de bonnes informations à travers nos points focaux qui sont disséminés dans les villages autour du parc national de Kahuzi-Biega. C'est de cette façon que nous travaillons. Donc, pour clôturer ces recommandations, on ne s'était pas limité uniquement à l'ICSN et à WCS, ni au gouvernement provincial et national, mais nous savons que il y a des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la conservation en RDC. Ils doivent trouver des mécanismes de réponse corrects, surtout pour répondre aux revendications des communautés autochtones vivant autour de cette zone, qui n'ont plus de terre, qui ne savent plus comment vivre. Est-ce qu'il y a moyen de répondre au cahier des charges qui a été mis en place? Et l'État congolais n'a pas de moyens, mais les partenaires techniques et financiers ont le mandat de contribuer, aider le gouvernement congolais à mobiliser des ressources nécessaires afin d'appuyer les communautés riveraines, notamment les peuples autochtones qui vivent aux alentours du parc national de Kahuzi-Biega, qui ne savent plus à quel sens c'est voué. Donc ça, sont des recommandations à notre niveau, mais au niveau national, nous pensons que l'ICSN à lui-même ne paie rien. Il y a nécessité que le ministère de l'Intérieur et Sécurité, il y a nécessité que le ministère de Justice au niveau de notre pays puisse documenter les faits de ce qui se passe au parc national de Kahuzi-Biega. Et s'il y a des personnes qui sont nommément identifiés, qui soient mis devant les instances juridiques de notre pays et répondre de ce qu'ils ont commis comme faute. Ça, nous appelons ça, ce sont des criminalités écologiques de grande envergure.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Josué Aruna. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Monsieur Josué Aruna. Il est le président de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo. Il nous vient de Bukavu. Alors, nous allons aborder le deuxième sujet de notre mission. C'est lié notamment à l'exploitation illégale du bois et spécialement le bois rouge dans la province du Maniema, puisqu'il y a de cela quelques jours, vous avez alerté depuis le mois de juin, une correspondance avait été adressée par la section Maniema, votre section au niveau de Maniema, à la première ministre pour alerter justement sur ce qui se passe dans la province de Maniema avec l'exploitation du bois rouge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi exactement le problème? Merci beaucoup. Nous avons vu cette correspondance de la section du Maniema qui a vu que si elle s'adressait seulement au gouvernement provincial du Maniema, il n'y aura pas de réaction parce qu'il y a des acteurs au niveau du gouvernement provincial qui sont corrompus dans cette histoire des commerces du bois et a pensé aller vers la maman, notamment son Excellence Madame le Premier ministre, pour adresser ses doléances et appeler son attention particulière afin d'avoir un œil regardant sur ce secteur et de pouvoir agir à son niveau. Parce que nous sommes fiers, étant dans les villages, étant dans la province, nous disons, ceux qui sont au pouvoir, nous les avons mandatés et le chef de l'État leur avait donné la confiance pour qu'il l'aide à bien réglementer les secteurs. La question d'exploitation du bois dans la province du Maniema inquiète. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années que cette hémorragie liée à l'exploitation du bois rouge et d'autres bois rares dans la province du Maniema se fait sentir à un écho plus aigu. Et cela, nous avons encouragé quand même la communauté qui a pris l'initiative de dénoncer cela parce que qu'est-ce qui se passe? Le coupeur du bois arrive, ils font ce qu'ils vont, ils font ce qu'ils veulent et aussi et au vu des autorités compétentes au niveau local, au lieu d'interdire, ce sont ces derniers, notamment que ce soit au niveau de l'administration territoriale ou bien des secteurs et même les services de justice, de la justice congolaise au niveau de ces entités sont impliqués dans cette mafia. Donc nous disons, est-ce que c'est de cette façon qu'on doit aider les communautés par rapport aux agendas actuels, la vision 30-30 fixée par le gouvernement national. Et aujourd'hui, le gouvernement, sous la vision du président de la République, on est en train de mettre en place une stratégie nationale de la gestion des forêts en dehors des aires protégées. Et c'est sous la gouvernance de ces communautés-là que ces forêts seront protégées et demain, ces forêts vont bénéficier des marchés carbone. Et on ne va pas faire l'inventaire, bénéficier les communautés de ces marchés carbone là où la forêt est déjà détruite. Et ça s'est détruit sous quelle manière? Il y a un désordre très organisé. Alors la communauté s'est dit non, trop c'est trop, il y a trop d'années, il y a cette exploitation où personne, il y a rien comme en termes de mécanisme de compensation au niveau local et aussi cette exploitation est illégale, est illicite. Et les exploitants, il y a de ceux-là qui exploitent dans les forêts communautaires, il y a d'autres qui exploitent dans la réserve de Luama et c'est devenu une cacophonie et nous disons, c'est maintenant ou jamais que le gouvernement national, c'est ici où nous trouvons Madame Eve Bazaïba, qui doit instruire ses services au niveau de la province du Maniema. Est-ce que vous l'avez aussi saisi? Nécessairement, on a toujours envoyé des correspondances à ses excellences, mais malheureusement, on ne sait pas sur leur service. Quand il y a des cris comme ça qui viennent de la société civile, de la base, est-ce qu'ils font parvenir les messages auprès de ces excellences? Voilà pourquoi les gens qui doivent aider les autorités au niveau national, ceux qui s'occupent de la réception des courriers, ils doivent faire attention. Si c'est un courrier qui vient des villages, il faut avoir un œil regardé et prendre au sérieux ces messages et faire parvenir à l'autorité pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Sinon, ça sera de la jungle et une catastrophe malgré
les ambitions que nous avons au niveau du pays, malgré les enjeux que nous sommes en train de négocier le marché et des investissements en matière de marché carbone, les forêts sont en train de partir sous l'œil impuissant des autorités locales. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'implication de l'autorité compétente au niveau national, d'agir auprès de ces services, que ce soit en province, qui sont aussi impliqués dans cette corruption, et que ce soit au niveau des territoires. Donc, c'est à elles de réagir. Mais comment expliquer que ce bois-là se retrouve au Rwanda? Parce que dans votre dénonciation, justement, c'était signalé que le bois quitte Wamaza, si je ne me trompe pas, pour déboucher sur le marché rwandais et finalement contribuer à l'économie rwandaise. Comment ça se fait? Bon, nous avons vu cette correspondance écrite par les acteurs qui sont à la base. Ils ont adressé parce qu'ils ont rencontré qu'il y a quand même les commerces de ce bois-là. Il y a une finalité. Il y a une finalité. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on n'est pas contre le pays voisin, mais nous disons, quand ils veulent investir dans notre pays, qu'ils entrent par la grande porte. Qu'ils entrent par la grande porte et c'est payer tout ce qu'il faut pour faire des business. Voilà ce que nous recommandons. Voilà, au niveau des communautés, ils ont tracé. C'est pas à notre niveau, c'est pas nous qui avons tracé ce schéma. Ils ont essayé de faire des enquêtes. En faisant des enquêtes, ils se sont rendus compte que tout le bois d'œuvre, tout le bois rouge qui quitte le Maniema, avait comme destination, il y avait d'abord la première destination, il y avait les grands ports autour du lac Tanganyika. Et là, ça desservait soit le Burundi, et soit la Tanzanie, et aussi d'autres qui allaient jusqu'à Zambie. Maintenant, ceux qui utilisent la route, la destination finale, d'autres allaient vers le Rwanda. Donc, nous, le schéma de commercialisation, tel que révélé par les dénonciateurs au niveau local, c'est ça qui a attiré notre attention. Nous nous sommes dit, oui, s'il y a ce commerce qui implique le niveau international déjà, il y a quelque part, il y a des économies qui s'organisent de l'autre côté. Alors, est-ce que ici chez nous, oui, est-ce que c'est légal? Qu'est-ce que la RDC gagne? Qu'est-ce que la RDC gagne autour de ça? Est-ce qu'il y a une traçabilité qui est légalement connue par des institutions au niveau national et au niveau des provinces? Qu'est-ce qui entre dans les caisses de l'État, ni même au niveau des caisses des communautés, au niveau des entités dans lesquelles ces forêts existent? Voilà un peu des questionnements à notre niveau que nous avons quand même encouragé l'initiative entreprise par les communautés. Nous leur avons dit de continuer à faire la dénonciation parce que ce sont des activistes de la nature, ce sont des défenseurs des droits de l'homme en matière environnementale et ils ont le mandat légal de défendre leurs droits en termes de vivre dans un environnement sain et propice, et c'est constitutionnel. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que votre message a été entendu. Alors, nous allons nous élargir un peu puisque vous êtes société civile environnementale, donc vous suivez ou vous êtes activement impliqué par rapport à, vous l'avez évoqué plusieurs fois, on parle de la RDC Pays Solutions, nous avons notre potentiel écologique, le potentiel hydrographique, un vaste potentiel à faire valoir. Et comment vous suivez tout cela ou de quelle façon vous êtes impliqué au niveau national, bien sûr, mais plus encore au niveau international pour faire valoir le potentiel congolais et surtout pour que ces potentiels fasse revenir ou capter des financements au niveau du pays? Merci beaucoup pour cette question très capitale. Et c'est ça le cheval de bataille de notre combat au niveau international. C'est-à-dire, notre mandat, c'est aider notre pays. Le président de la République a déjà tracé la ligne d'action RDC Pays Solutions. Et nous nous sommes dit, ça c'est une parole d'un homme d'État qui constitue la vision de toute une république. Et nous devons travailler sur cette vision, tout le monde là où il se trouve, dans sa responsabilité, dans ses limites de compétences. Il doit agir sur cette vision. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, le rôle de nous comme société civile, c'est porter ces messages au niveau international. Au niveau international, de voir la communauté internationale tourner le regard. Et comment nous le faisons? C'est lorsque nous participons dans des grandes réunions,
de grandes conférences comme la conférence de partis, de grandes conférences comme les conférences sur le climat, les conférences sur la biodiversité. Et là, peut-être, je profite de dire une chose. Nous voudrions, quand il y a l'organisation de ces conférences-là, que la RDC laisse les acteurs de la société civile, donne la chance. On ne leur pas demande les moyens, mais on leur demande de donner la chance plus à la société civile, au mouvement des femmes, au mouvement des jeunes, d'aller défendre l'image du pays. Et sous un encadrement, bien sûr, des acteurs que nous sommes. Et il faut avoir un cahier de charges. Oui, avoir un cahier de charges bien défini avec notre gouvernement. Oui. Et nous allons, par exemple, à la COP, c'est pour porter haut le drapeau de la RDC qui engage les top verts que vous défendez à Top Congo aujourd'hui. Et donc, alors, on est souvent moins représenté parce qu'il y a même des difficultés pour trouver les accréditations au niveau national, ce qui n'est pas aussi facile. Mais les délégations congolaises sont toujours parmi les plus nombreuses ou Oui, madame. Les délégations congolaises sont les plus nombreuses. Vous savez, souvent, qu'est-ce qui se passe ici à Kinshasa? On donne plus de chances aux acteurs des partis politiques qu'à la société civile. Et ça, c'est notre observation. On laisse les experts. Est-ce que le gouvernement peut avoir le temps de nous approcher et nous dire, voilà, est-ce que vous identifiez les acteurs qui peuvent aider à faire passer les messages et aller dans les salons de négociation pour essayer un peu d'écouter et regarder peut-être certains messages. Donc, si je peux revenir sur ça, notre mandat, quand on est dans des événements du genre, c'est d'amener cette voie-là, selon la vision du président, du Congo pays solution. Comment on sera cette solution? On doit d'abord être la solution pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, comme on l'a dit. Mais avant d'être la solution pour les autres, nous devons d'abord être solution pour nous-mêmes. Mais en étant nous-mêmes, parce que nous gardons des écosystèmes, nous sauvegardons des écosystèmes rares qui contribuent à la stabilité planétaire, nous devons aller avec un langage de soutenir notre gouvernement dans la vision de mobilisation des ressources. Donc, amener l'État congolais à mobiliser des ressources à travers l'action de la société civile et du secteur privé. Voilà pourquoi nous voudrions, par exemple, la prochaine COP 29. C'est une COP qui table sur les finances climatiques. Nous devons aller voir. Nous avons récemment réalisé des études au niveau de la RDC et au niveau de la région du Kivu sur les difficultés que le bassin du Congo a en termes de mobilisation des ressources financières. Il y a des mécanismes qui existent, madame. Il y a des mécanismes de financement qui sont connus et qui sont peut-être captés par d'autres et pas par nous. Est-ce que ce problème-là continue? Il y a trop de barrières pour accéder au fonds. Trop de barrières, trop de lourdeur. Et notre message, c'est de voir comment, en initiant des actions de plaidoyer, de lobbying au niveau international, pour amener le partenaire technique et financier d'avoir un regard, parce que au-delà après l'Amazonie, c'est le bassin du Congo. Oui, et il faut que les regards soient différents, qu'on soit traités différemment. Voilà, et quand on parle du bassin du Congo, là, on ne peut pas avoir un même regard avec nos voisins du Congo-Brazza ou bien le Cameroun. C'est nous qui occupons le bassin du Congo, avec plus de 60%. Donc, cet aspect-là, c'est un aspect qui doit constituer les messages clés dans nos lobbying au niveau international. Et c'est de cette façon que nous sortons dans des grandes manifestations. L'année dernière, on a amené ici une conférence sur le bassin du Congo. Ça tourne sur la question de l'agroécologie, qui est un mécanisme de résilience pour essayer un peu de compenser à la protection des forêts. Aujourd'hui, nous sommes dans des réunions de discussion avec ces amis-là, africains, et nous leur disons clairement que l'enveloppe qui serait affectée pour la RDC ne soit pas la même enveloppe qui sera affectée pour le Cameroun, le Congo-Brazza, la RCA, le Gabon. Non. Il faut voir en termes de dimensions. Okay. Il faut voir en termes de dimensions. Et nous sommes en train de les convaincre. Et c'est ça notre rôle, d'aider notre État, d'aider le pouvoir en place, que nous sommes des porteurs de messages, de ce que nous avons comme valeur écosystémique, valeur écologique qui contribue à la stabilité planétaire. Mais nous voulons stabiliser la planète, mais nous avons besoin de moyens pour que nous puissions continuer à bien la stabiliser, mais en aidant les communautés locales et les peuples autochtones qui y vivent, qui ont protégé ces forêts, de bien vivre et d'améliorer leurs conditions de vie. Exactement. Merci beaucoup, M. Josué Aruna. En tout cas, c'était un plaisir
d'aborder toutes ces questions, des questions épineuses, des questions vraiment enrichissantes. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois, c'est la première, mais pas la dernière. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous avaient suivis. Vous avez été nombreux certainement à nous suivre à travers le pays et à l'extérieur. Nous disons merci à Patrick Mongongo qui était derrière la caméra. Merci à John Condé qui a assuré la mise en onde. Merci également à Miguel Mena qui réalise l'émission. Et à vous, on vous dit rendez-vous à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.